la TVT au cœur de l'information. Gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Togo parmi le top des meilleurs pays. Il a réalisé selon un rapport de l'OI Institute une belle performance dans l'évaluation mondiale de la gestion de la pandémie. Les facteurs favorisant cette percée, vous les connaîtrez tout à l'heure. La maladie est présente au sein des communautés. Des mesures restrictives ont été prises dans les savanes pour réduire le risque de contamination du Covid-19. Vous le savez, il y a un relâchement dans le respect des gestes barrières. La gestion de la riposte dans les savanes dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Où que vous vous trouvez, vous êtes actuellement en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le Togo est le deuxième pays africain en matière de lutte contre le coronavirus. C'est une remarquable percée réalisée par le Togo dans la gestion de la crise sanitaire de l'heure. C'est selon le rapport l'OI Institute, dont l'étude a porté sur l'évaluation des pays en fonction des différentes initiatives et mesures prises pour contenir la chaîne de contamination de la pandémie. Joseph Amiga. Force est de reconnaître que le président de la République, Faure Sosmina Gnassingbé, a depuis près d'un an bien orienté la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus. Des batteries de mesures ont été prises très rapidement pour endiguer le Covid-19. Et le Togo vient de réaliser une belle performance dans l'évaluation mondiale de la gestion de la pandémie selon le rapport de l'OI Institute. L'évaluation porte sur 98 pays cible et a pris en compte les indicateurs clés, notamment le nombre de cas confirmés et de décès par million d'habitants, ainsi que le nombre de tests effectués par 1000 habitants dans les 36 semaines suivant le 100e cas enregistré. Le Togo affiche un score honorable avec son 12,8 points et occupe ainsi la première place en Afrique de l'Ouest, le deuxième rang en Afrique derrière le Rwanda et la 15e place au rang mondial devant les grandes puissances occidentales et asiatiques. Le Togo a augmenté sa capacité de test à l'annonce du premier cas avec le dépistage systématique des cas contacts et de tous les clusters, une stratégie qui a permis de réduire sensiblement les chaînes de contamination sur toute l'étendue du territoire national. Cette performance montre à quel point les autorités togolaises gèrent avec détermination et efficacité la crise sanitaire grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Faure Gnassingbé, président du Comité national de crise. Sur les orientations du chef de l'État, le gouvernement a pris des mesures idoines qui ont permis de réduire les risques de contamination et rendre plus efficace la prise en charge. Il s'agit entre autres de la mise en place de la coordination nationale de gestion de la riposte contre le coronavirus, du Conseil scientifique national et des protocoles sanitaires conformément aux dispositions de l'OMS. À cela s'ajoute la création d'un centre de prise en charge, des laboratoires d'analyse et de la force spéciale dédiée à la COVID-19. D'autres dispositions adéquates ont été également prises pour réduire les impacts socio-économiques de la crise sanitaire à travers un programme novateur d'aide sociale par transfert monétaire dénommé Novici et la politique d'allègement des charges fiscales. Tous ces efforts consentis confirment une fois encore l'attention particulière que le président de la République accorde à la santé publique et au bien-être de ses compatriotes. Le gouvernement s'active pour une meilleure campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus dans les semaines à venir et multiplie les initiatives en vue de renforcer considérablement la résilience des populations, améliorer l'efficacité de la prise en charge des sujets malades et promouvoir le dépistage de masse. Son seul objectif, l'objectif du chef de l'État, est de protéger sa population et de sortir au plus vite le Togo de la crise sanitaire pour permettre une accélération des programmes de développement.
On note ces derniers moments un relâchement dans le respect des mesures barrières. Ce constat est palpable dans les lieux à haute fréquentation comme les écoles, les marchés et j'en passe. Et chaque jour davantage, les cas de contamination s'élèvent. La présidente de la festière des communes du Togo s'est intéressée à la question. Suivez sa réaction. Le respect des mesures barrières, notamment le port obligatoire de masques, le lavage régulier des mains, la distanciation physique, mesures édictées par le gouvernement ont connu un grand relâchement, ce qui fait grimper chaque jour le nombre de cas estimé aujourd'hui à plus de 700 au Togo. Pour corriger le tir, il faut donc une remobilisation destinée à accentuer la sensibilisation afin de conscientiser davantage les communautés sur les risques de cette pandémie qui aujourd'hui a fait beaucoup de morts dans le monde. Cette lutte est donc une lutte commune à travers laquelle chacun doit jouer sa partition. On a toujours ce devoir de continuer à porter cette information. Vous me direz, oui, mais il y a un certain temps, oui. Et vous savez, l'esprit humain est tel que, surtout ce que nous observons avec le contexte de cette maladie, il y a encore beaucoup d'approches dubitatives. Les gens se disent, bon, moi je ne connais personne qui en soit mort, donc c'est que ça n'existe pas. Elle existe bel et bien. Il y a des gens qui la contractent. Plusieurs de nos compatriotes, malheureusement, en sont décédés. Heureusement, la prise en charge est telle également que nous avons beaucoup de personnes qui s'en remettent, mais il faut que chacun ait ancré comme une vérité immuable que cette maladie existe et qu'elle induit nécessairement un certain nombre de changements de comportement que nous devons tous adopter, parce que quand nous les aurons tous adoptés, nous nous protégerons chacun et nous protégerons le plus grand nombre également. Le port de masque, par exemple, protège à plus de 95%. La situation actuelle dans les savanes interpelle donc les uns et les autres à mieux se conformer à ces mesures pour mieux se protéger et protéger leur environnement. Une manière de s'engager activement à la préservation de cette maladie que beaucoup ne croient pas toujours à son existence. La seule façon, et ça nous le martelons toutes les fois où nous avons l'occasion de le dire, la seule façon pour nous de nous en sortir en l'état actuel des connaissances, c'est quand même de continuer un respect strict des mesures barrières telles qu'elles ont été édictées. Jusque-là, c'est vrai que la technologie et les progrès sont sur le volet de la recherche à essayer de trouver une prophylaxie, mais en attendant, ce qui a encore fait ses preuves, c'est le respect strict des mesures barrières, et je crois qu'on ne pourra pas faire l'économie de répéter cela tous les matins. Il ne faut surtout pas céder au relâchement, ce n'est pas le moment. L'observation des mesures barrières nous a prouvé que ça avait une incidence dans le ralentissement de la propagation, dans la protection individuelle et donc dans la protection communautaire. Selon les chiffres publiés ces derniers jours, la situation devient de plus en plus inquiétante et chacun doit donc redoubler d'efforts dans l'observation des mesures barrières, seules mesures devant nous permettre de freiner la propagation de la pandémie. Cette lutte est donc une affaire de tous qui appelle à une prise de conscience et de discipline. Et la situation au Togo à ce jour, dimanche 31 janvier 2021, se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 5074, 33 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 4268, 44 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 729 et le nombre de décès est malheureusement de 77. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa. La région des Savanes est sous couvre-feu, vous le savez. Une mesure prise par le gouvernement pour freiner la progression de la pandémie et dans la localité. Comment se fait justement la riposte au sein des communautés? Tchazimna Baga. Face à la flambée sans précédent de cas de contamination du coronavirus dans la région des Savanes, les leaders communautaires misent avant tout sur la sensibilisation comme stratégie de riposte. Qualifié de transmission communautaire, le mal est déjà disséminé dans toute la cité et c'est là justement qu'il faut le combattre en remobilisant les populations contre le relâchement observé dans le respect strict des gestes barrières. Nous, c'est l'information et la sensibilisation qui est notre travail. En les sensibilisant,
On leur montre ce que l'État nous dit. On leur dit, portez les cache-nez, lavez vos mains. Lorsqu'on vient dans le marché, on voit que tu as laissé ton cache-nez au menton. On te demande de monter ça au nez. D'autres même, ils disent qu'ils ont oublié. Alors qu'il y a la maladie, on leur explique de ne pas oublier parce que la maladie, lui, ne va pas t'oublier. Nous avons pris soin de gongonner dans le canton pour que tout le monde puisse entendre que Covid-19 est encore aggravé. Et maintenant, tout le monde n'a qu'à mettre les pots de lavage à sa porte, que ce soit dans les lieux publics, dans les maisons, dans les marchés, porter les cache-nez. Autre facteur incriminé dans la récente vague de contamination, les funérailles, les mariages et les regroupements. Ici aussi, les gardiens des us et coutumes s'emploient à faire respecter les mesures restrictives édictées par le gouvernement en la matière. Lorsqu'il y a décès, je fais un effort pour me rendre moi-même, pour me rassurer que la préoccupation de la famille, c'est de procéder à l'enterrement. Si nous allons enfreindre aux dispositions prises par le gouvernement, nous n'aurons plus personne pour faire cérémonie de l'autre. On attend jusqu'à nouvel ordre. Quand l'État va donner l'ordre, en ce temps, ils peuvent recommencer à faire les cérémonies pendant que la maladie s'en aille. Il y a d'autres qui comprennent, mais d'autres font la sourde oreille. Mais on est toujours en train de leur expliquer que c'est une réalité. Ceux qui viennent vers nous, qui veulent organiser les funérailles, on leur dit non. S'il y a eu un décès, 10 à 15 personnes pour organiser l'enterrement. Si on enterre, tout le monde retourne chez lui. Le cas des compatriotes voyageurs est aussi réglementé. Des dispositions sont prises pour qu'ils passent par la case test avant d'intégrer la communauté. Nous prenons toutes les dispositions. Dès qu'un étranger arrive, nous signalons la brigade, on interpelle la personne et en collaboration avec le préfet, on met la personne en quarantaine. Je voudrais dire merci pour le gouvernement togolais et surtout le chef de l'État. Parce qu'en bon père de famille, il a toujours su, au moment opportun, prendre les dispositions pour toute fin utile. Les leaders communautaires exhortent en outre les populations au respect scrupuleux des mesures de couvre-feu, de bouclage de la région et de non-consommation de boissons sur place dans les bars et cabarets jusqu'à nouvel ordre. C'est à ce prix, martèle-t-il, que la chaîne de propagation communautaire du Covid-19 sera rapidement rompue dans la région des Savanes. Le Covid-19 connaît une mutation et la menace devient inquiétante. Ce, malgré la campagne vaccinale. Les experts de l'OMS présents actuellement en Chine pour retracer l'origine de la pandémie ont fini leur quarantaine. Les États-Unis d'Amérique exigent une enquête poussée et claire. Augustin Kossi. Alors que les experts de l'OMS sortent de quarantaine en Chine pour entamer les investigations sur le terrain, Washington réclame une enquête claire et poussée sur les origines du Covid-19. Dans leur agenda à Wuhan, berceau supposé de la pandémie, des séminaires et visites de terrain. Une visite jugée ultra sensible pour la Chine, soucieuse d'écarter toute responsabilité dans la crise sanitaire, tandis que l'OMS a été accusée par Donald Trump d'être aux ordres de Pékin. La nouvelle administration américaine plaide pour une enquête internationale claire. La Maison-Blanche précise que Washington allait évaluer la crédibilité du rapport une fois terminé. Pékin a mal pris cet avertissement et parle d'une ingérence politique. Cela ne risquerait-il pas de mettre à mal la recherche de résultats scientifiques sérieux? L'enquête démarre dans un contexte où la pandémie continue de s'aggraver, de plus en plus mortelle à travers le monde. Plus de 2,17 millions de décès et 100 millions d'infections. Les nouveaux variants ne cessent de se propager et les États sont sous pression. Certains pays apparaissent en rouge. En Espagne, une nouvelle alerte sanitaire, confinement et de nouvelles mesures. En Belgique, la France échappe de justesse à un troisième confinement trop serré. Le Royaume-Uni, la barre de 100 000 morts franchis, reconfinement total et quarantaine imposée aux résidents de certains pays. L'Allemagne, quant à elle, envisage une réduction drastique
du trafic aérien avec des pays considérés comme les plus touchés par les nouveaux variants. Dans certains pays africains, durcissement des restrictions et nouvelle alerte sanitaire. Une des lueurs d'espoir serait la campagne massive de vaccination. Fait étonnant, on annonce le retard dans le calendrier de livraison de vaccins. Les gouvernements sont mis sous pression pour trouver de nouvelles parades. La Chine et la Russie exportent leurs vaccins dans leur zone d'influence. Bras de fer entre pouvoirs politiques et laboratoires. Le vaccin est devenu finalement une arme politique et diplomatique. L'un d'être un enjeu de santé publique. Le vaccin ne semble-t-il pas devenir un enjeu de pouvoir? Les doses prévues par Pfizer et BioNTech et AstraZeneca aux pays européens ne seront attendues qu'en fin premier trimestre. Trop tôt donc pour lâcher du lest sur les mesures restrictives. Agriculture, pour poursuivre cette édition, elle occupe une place importante dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP sont des espaces mis à la disposition des communautés pour booster l'agriculture. Les ZAP reposent sur un travail en équipe qui prône la mécanisation. Marie-Ange Bida. Faire de l'agriculture togolaise un secteur à haute valeur économique pour la croissance du pays. Une vision du chef de l'État pour le quinquennat 2020-2025. Elle est inscrite en bonne place sur la feuille de route assignée au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. En toile de fond, 4 objectifs prioritaires à atteindre avec pour finalité d'améliorer la productivité et les rendements agricoles. La zone d'aménagement agricole planifiée ZAP est l'approche idéale. Ce mode d'exploitation agricole mutualisé réunit sur un seul site différents agrégats pour les cultures vivrières, maraîchères, arbres fruitiers, élevage et pisciculture. Mécanisation, vulgarisation des intrants et construction de retenues d'eau sont autant d'avantages en lien avec la mise en place d'une ZAP. Les producteurs organisés bénéficient ainsi de meilleures conditions de production pour augmenter leur rendement et garantir davantage la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Les zones d'aménagement agricole planifiées sont des blocs de terre aménagés d'une superficie minimale de 50 hectares pouvant aller au-delà de 200 hectares et sur lesquels sont installées les populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, qui ont un accès difficile aux facteurs de production. L'objectif du gouvernement, c'est le bien-être socio-économique des populations. Donc l'objectif visé ici, quand vous mettez à la disposition des populations les facteurs de production, vous modernisez le système de production et vous augmentez le volume de production, vous augmentez les revenus des producteurs. Quand on augmente le revenu des producteurs, on augmente la contribution du secteur agricole à la formation du produit intérieur brut, à la formation de la richesse nationale. Donc, les ZAP constituent un important levier sur lequel le gouvernement va miser pour améliorer les conditions de vie des populations rurales. Pour cette nouvelle campagne agricole, l'ambition est d'installer 80 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP dans les 5 régions du Togo, 24 dans les savanes, 24 dans la Kara, 5 dans la centrale, 11 dans les plateaux et 16 dans la maritime. De nouveaux sites qui viennent s'ajouter aux 38 sites déjà aménagés. Et l'aménagement de ces 80 nouvelles ZAP d'une superficie totale de 8000 hectares a déjà démarré. Les travaux d'identification de terres auprès des collectivités locales, les levées topographiques, l'organisation des producteurs se poursuivent. Par cette initiative, le gouvernement compte améliorer les conditions de vie des ménages ruraux et créer plus d'emplois. Nous avons pensé à cultiver, mais c'était difficile. Dans la recherche de solutions, nous avons entendu parler des ZAP. Et cette année, tout a commencé avec l'aménagement du site. Les travaux impressionnent et tout le monde nous interroge à ce sujet. Les autres villages sont intéressés et veulent même qu'on leur installe une ZAP. L'absence de ce type de projet a fait de nos jeunes des conducteurs de mototaxi. Aujourd'hui, ils sont convaincus que cette initiative
va les aider à vivre de la terre. Les jeunes, actuellement, au lieu de se balader dans la rue, ils sont occupés. Nous sommes tellement fiers parce qu'ils sont là, ils quittent là-bas, ils arrivent ici, ils reviennent. Comme moi, je suis arrivé ici. Vous voyez, j'ai déjà de l'eau à boire, j'ai le forage. Il y a tout ce qui se passe ici. Vous voyez ce qui se passe ici, là. Ça, c'est enchanté. Et que nous les encourageons, nous encourageons le gouvernement pour les appuyer de plus. Je remercie les plus hautes autorités du pays qui nous ont aidés en mettant en place la ZAP. Avant, on souffrait beaucoup. Avec la roue, on ne faisait que de petites superficies et on n'arrivait même pas à joindre les deux bouts. Mais aujourd'hui, avec la ZAP, nous gagnons beaucoup. Et nous aussi, nos enfants vont à l'école, ils mangent bien. L'aménagement, c'est un bon atout pour nous. On a la chance, c'est notre chance d'abord. On pensait à ça depuis. Et comme c'était arrivé aujourd'hui, d'abord on faisait ça avec nos dabas, tout ça là. Maintenant, comme c'est mécanique, notre idée est de multiplier notre niveau de production avec le dessouchage, tout ce qui va se passer. Donc on aura un bon rendement. S'il pleut aujourd'hui, là où je suis, c'est le riz qu'on va commencer. On commence le riz, suivi du maïs et le maraîchage en troisième position. C'est ça notre programme de production. Après l'aménagement du site, nous allons cultiver la courette, le maïs, l'arachide et le gourmand. Cela nous fera vraiment plaisir. Le manque d'eau nous paralysait surtout en temps de sécheresse. Tous nos produits étaient brûlés. Le barrage qui va être installé sur notre site va beaucoup nous aider et mettre fin à cette difficulté. À terme, l'État vise l'aménagement de 400 ZAP sur toute l'étendue du territoire national à raison d'une ZAP par canton. Les activités sur ces ZAP permettront la mise en place d'unités de transformation des produits agricoles. Les producteurs seront également accompagnés dans la recherche de débouchés. Le développement des infrastructures de soutien à la production à travers l'aménagement des pistes rurales en cours dans le pays vise à mieux connecter les zones de production au marché et faciliter la commercialisation des produits agricoles. Toutes ces actions mises en œuvre devront contribuer à la transformation profonde du secteur agricole au Togo. Des leaders religieux s'invitent dans la politique au Togo. Ils ont un parti politique du nom de PDG, Parti des gouverneurs. Cette formation politique est portée sur les fonds baptismaux hier à l'issue du congrès constitutif tenu à Lomé. Marie-Chantal Bobo, Issaka Haruna et Augustin Kossi. Un congrès constitutif qui signe la création de la formation politique, le Parti des gouverneurs PDG. Un parti de plus pour animer la vie politique au Togo. Ce qu'on apporte de nouveau, c'est que nous sommes là pour dire stop à l'impunité, pour dire stop au chemin des jeunes et vraiment pour demander vraiment au peuple de soutenir afin que la nouvelle génération puisse trouver de quoi faire. Notre politique, c'est une politique de développement pour que vraiment le peuple togolais soit respecté. Le parti des PDG n'est pas là pour critiquer les partis qui sont déjà là. Nous sommes là pour apporter un plus. Vous allez voir que l'emblème est composé par le balai. Au poignet du balai, vous allez voir que c'est la main, le poignet de main. Le poignet de main qui définit l'unité de la force du balai. Ce qui veut dire, ensemble nous serons forts et ensemble nous vaincrons. À l'issue du congrès, les membres du nouveau bureau national qui vont présider aux destinées du parti sont connus. Ils seront les porte-voix des confessions religieuses dans le débat politique et social du Togo. Les hommes de Dieu votent, les pasteurs votent, les limans votent. Voter, c'est faire la politique. Ils ne sont pas neutres. Si un homme de Dieu a droit de voter, un homme de Dieu peut faire la politique. Et puis, secondo, quand vous prenez un peu la Bible, vous allez voir les gens comme Joseph sont des hommes d'État. Les gens comme Daniel, David sont des hommes d'État. Donc c'est pour vous dire par là que c'est l'Église qui a la politique et non l'homme de Dieu. Le PDG rassemble les confessions religieuses de toutes dénominations. Son leitmotiv, œuvrer pour un Togo uni et prospère. Campagne de sensibilisation sur les violences armées et en milieu scolaire
Elle se poursuit, cette campagne, dans les plateaux. Il s'agit de conscientiser les jeunes à bannir la violence sous toutes ses formes dans leurs actes de tous les jours. Sylvain Abdou. Des élèves, corps enseignants et personnel administratif sensibilisés sur les violences armées en milieu scolaire, des attitudes qui aujourd'hui constituent une menace pour la paix et la sécurité. Il s'agit pour la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre de les éclairer d'ores et déjà à bannir de leur comportement ces actes, de cultiver les valeurs patriotiques destinées à semer en eux les graines de la paix, de la non-violence, de la tolérance pour construire un Togo fort et émergent. Pour l'avancement d'un pays, il faut la paix. Donc, moi, je préconise la paix. Il faut s'aimer entre nous, ne pas chercher à se tirer des querelles entre nous. Et nous trouvons la démarche très importante parce qu'elle vient compléter tout l'arsenal que nous mettons en place dans nos écoles. Et je pense que nos élèves vont en prendre sérieusement conscience et ça va faciliter le travail scolaire même que nous faisons. À travers cette thématique, les apprenants ont pu cerner ce que c'est que la violence et la violence armée, mais aussi les différents types d'armes qu'il existe. Ceci pour les amener à mieux se comporter et surtout faire bon usage des objets qu'ils utilisent. Ils ont même montré que les lames que nous avons l'habitude d'utiliser pour tailler nos crayons sont également des armes qui sont susceptibles de pouvoir causer la mort d'une personne ou bien une blessure. Nous avons échangé avec les élèves, avec les enseignants sur les comportements de paix, les comportements de sécurité qu'il faut adopter, comment éviter la violence. Ces explications ont été apportées pour une prise de conscience au sein des établissements, que ce soit à Badou dans le Wawa, au lycée d'Atapamé et celui d'Agbonou, le message est resté le même. Une manière pour la commission de préparer cette cible à être de véritables actrices de paix et de développement durable. La commission a trouvé nécessaire d'approcher la jeunesse pour que celle-ci soit sensibilisée sur ces vertus-là, afin qu'elle soit développée non seulement à l'école, mais aussi dans les familles et au-delà des familles, dans les quartiers, pour que les actions qui sont menées au niveau de l'État puissent être consolidées. Dans chaque établissement, la campagne a été couplée de la sensibilisation au Covid-19. Une sensibilisation pour faire comprendre aux élèves la nécessité du port obligatoire de masques et du lavage régulier des mains, des mesures pour préserver la propagation de la pandémie. Et pour le respect de ces mesures, des clubs de paix ont été installés dans les établissements sillonnés, des clubs avec pour objectif de conduire cette mission sur le terrain. À présent, ce concert hommage en mémoire du légendaire artiste disparu Jimmy Hope, plusieurs morceaux de son répertoire revisités, présentation de son orchestre, tout a été concocté pour permettre au public qui a fait le déplacement de l'Institut français vendredi dernier de passer une soirée agréable. Le film de cette soirée, hommage à Jimmy Hope avec Samuel Pasoki et Sonia Menikpo. C'était une des passions de Jimmy Hope, une démonstration des motards pour se rappeler de l'homme et donner le ton au concert à l'illustre disparu. Tour à tour, les artistes et musiciens se sont succédés sur la scène pour interpréter soit des morceaux de l'artiste, soit des morceaux de circonstances. Manque déjà au sein du Togo et tes enfants dans la douleur. Ce concert hommage à Jimmy Hope, c'est aussi une occasion pour revisiter le répertoire musical du légendaire rocker togolais. Et il n'y a pas mieux que son orchestre pour faire vivre cet instant aux amoureux de la musique jazz, blues et rock ici à l'Institut français du Togo. I don't know who is knocking on my door.
Au-delà de ces chansons pleines de philosophie, Dimuro, c'est aussi des coups de gueule et quand on s'en rappelle. Cette initiative de la Fédération des musiciens du Togo vise à saluer l'immensité de talent et de la grandeur de l'artiste disparu. L'artiste a composé et interprété plus de 3000 titres. Il a développé d'autres formes artistiques, notamment l'art plastique et sculpture, des œuvres qui à jamais ne périront. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.